Comment gagner du temps si vous êtes un étudiant et que vous voulez développer votre efficacité? Voilà un bon exemple de ce qui peut être la mise en application concrète de nos méthodes pour gagner à la fois du temps, mais aussi de décupler les potentialités à la fois d'apprentissage et de rendre en quelque sorte vos capacités de mémorisation, vos capacités d'analyse, d'études beaucoup plus performantes. Alors on va pour cela étudier ce que dit le professeur Robert Hockey. Le professeur Robert Hockey est un écrivain et un scientifique. Il a été l'auteur de plus de 55 ouvrages scientifiques. Il a été traduit dans à peu près une quinzaine de pays. Notoriété qui a fait beaucoup de travaux, notamment sur le domaine de l'esprit humain et de ses capacités. Il a notamment obtenu aussi de nombreuses distinctions littéraires. Donc ces conseils méritent véritablement d'être étudiés et mis en application. Que dit le Robert Hockey quand on veut gagner du temps lorsqu'on est étudiant et que l'on veut bien entendu réussir ses études? Eh bien, là encore, c'est le fruit de l'expérience. Parmi les personnes, les chercheurs, parmi les jeunes chercheurs qu'il avait autour de lui, il s'est aperçu que les personnes qui arrivaient les élèves, les étudiants qui arrivaient à obtenir des résultats optimaux, lors de leurs examens, etc., c'était des personnes qui avaient une méthodologie de travail. Et notamment, contrairement aux autres qui étaient confus, désorganisés, qui n'avaient pas foncièrement de bons résultats, il y avait un point commun, c'est que ces gens-là imaginaient toujours avant les tâches qu'ils allaient exécuter. Ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, ces personnes qui avaient plus de temps, à la fois de temps libre, mais organisaient mieux leur temps d'études, eh bien, leur méthode, c'était que, par exemple, le soir, pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes maximum, la veille donc, ils s'imaginaient avec assez de précision les actes, l'organisation, les points qu'ils devaient exécuter le lendemain. Alors que les autres, qui étaient désorganisés dans leur vie d'étudiants, ne le faisaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce travail préparatoire psychologique, je dirais. Donc ça, c'est un des éléments essentiels que le professeur Robert Hockey vous conseille. Vous prenez par exemple 5 minutes et vous fermez les yeux et vous allez imaginer votre organisation d'études, votre plan d'études pour le lendemain. Alors, ça va être par exemple quels outils vous allez utiliser, quels sont les horaires que vous allez bien évidemment exploiter, quelles sont aussi les matières que vous allez étudier, etc. Alors ça, ce sont des aspects importants. Et le deuxième point, c'est que les personnes qui donc étaient très efficaces rassemblaient toujours, là encore, la veille, les outils qu'ils allaient utiliser le lendemain. Toujours. C'est encore un point commun de leur réussite. S'ils avaient besoin, par exemple, de tel ou tel livre, telle ou telle note, ou tel document, tel ou tel objet qui était nécessaire pour l'étude du lendemain, ils les rassemblaient le soir. Alors c'est un phénomène qui est assez... D'abord, il y a un aspect organisationnel, mais il y a aussi un phénomène de subconscient, c'est-à-dire que vous vous êtes rassuré, si vous voulez. Vous savez que vous avez déjà rassemblé ces éléments, donc ça joue sur la confiance en soi. Il y a un exemple qui est le professeur Langevin, qui est cité par le professeur Robert Hockey, qui ne commençait jamais son travail d'étude sans avoir réfléchi longuement aux détails et aux actions qu'il devait mener. Et donc je crois que ça mérite véritablement d'être utilisé comme méthode. Et donc il faut faire un travail de réflexion avant pour organiser votre étude. C'est quand même un temps relativement modeste parce que si vous faites cela pendant 5-6 minutes, vous allez remarquer que le lendemain, il y a un déroulement de votre étude qui se fait beaucoup mieux. Certains vont dire que même c'est 3, 4,
voire 5 fois plus efficace que si on ne le fait pas auparavant. Moi personnellement j'ai expérimenté ça, c'est-à-dire si je ne fais pas ce petit travail de 5 minutes où je vais imaginer le travail organisé que je vais faire le lendemain et qu'en même temps je rassemble tous les éléments que je vais avoir besoin, si je ne fais pas ça, je vais perdre du temps, je vais me sentir particulièrement désorganisé. En revanche, si je fais le contraire, j'ai des résultats optimaux. Donc, toujours un travail de réflexion avant. Quand vous avez donc maintenant bien fixé ces éléments-là, que vous les avez bien visualisés, que le lendemain, vous savez ce que vous avez à faire, donc c'est le top départ, eh bien, il faut absolument rester fidèle à votre travail. Alors, il y a un travail de volonté, c'est évident, mais la volonté, ça se développe, et je dirais qu'il y a un processus d'habitude. Et les psychologues comportementalistes disent que quand on a adopté pendant à peu près 3 semaines un changement, une nouvelle façon de travailler, par exemple, façon d'agir, eh bien, on l'enregistre comme une habitude. Et l'habitude finit par devenir votre caractère. Donc, effectivement, il y a cette étape de 3 semaines où il va falloir vous conforter au mieux de ce que vous vous êtes fixé. Alors ça, c'est très très important parce que il faut bien évidemment faire acte d'exactitude, de persévérance, mais comme je vous l'ai dit, si vous maintenez ça pendant 3 semaines, et 3 semaines, qu'est-ce que c'est que 3 semaines dans un travail d'étudiant? C'est vraiment très peu. Et bien au bout de 3 semaines, ça deviendra une seconde nature. Un autre point, c'est de n'examiner qu'une seule chose à la fois. Alors vous allez me dire, c'est le bon sens. Oui, mais si on regarde la vie des étudiants qui sont à la fois perturbés, qui dans leur organisation est loin d'être efficace, ils ont tendance à, par exemple sur leur bureau, avoir plusieurs livres ou plusieurs sujets d'études de leur examen, et ils font des va-et-vient comme ça. Eh bien, là encore, le professeur Robert Tocquet indique que les personnes qui réussissent ont une particularité. Même si effectivement ils sont pressés par le temps, même si effectivement il y a plusieurs choses qui sont compressées dans un temps de travail qui est limité, et on comprend bien, ils n'ont quand même une méthode qui consiste à prendre une seule chose à la fois. D'ailleurs, on ne peut qu'enregistrer qu'une seule chose à la fois. Et le cerveau, une sorte de pointe aiguisée, un peu à l'image d'une pointe d'un stylo, pénètre plus facilement que si c'est quelque chose qui était moussé ou relativement épais. Et bien là, c'est pareil, les informations que vous allez acquérir, ne serait-ce que même la compréhension, parce que pour pouvoir mémoriser, il faut aussi comprendre. Si on ne fait qu'une chose, on n'examine qu'une seule chose à la fois, on la comprend mieux, on l'assimile mieux et on gagne énormément de temps parce que vous allez être plus efficace. Et puis, alors, quand on fait face à une difficulté d'apprentissage, et il y en a, eh bien, le professeur Robert Tocquet conseille de sous-diviser ces difficultés en autant de petites parties. Plus vous la sous-divisez en sous-parties, en petites choses, plus ça devient possible, plus ça semble, je dirais, ouvert comme solution. En revanche, si vous voyez la tâche dans sa globalité, eh bien, psychologiquement, vous avez l'impression que tout ça devient insurmontable. Donc, vous la divisez et vous la sous-divisez en petites séquences, par exemple, de dire, voilà, tiens, j'ai la première sous-tâche que j'ai à faire pour résoudre tel ou tel problème ou tel apprentissage, c'est, par exemple, ce paragraphe, de le comprendre et de ne pas chercher à comprendre, par exemple, tout un chapitre. Et à ce moment-là, vous allez voir que c'est par ces petites parties que vous allez étudier, que vous allez pouvoir résoudre le problème. Et vous pouvez faire ça à l'infini. La notion aussi d'ordre. Alors, l'ordre de la pensée, c'est-à-dire essayer de mettre dans une sorte de strate dans votre esprit comment vous allez travailler. Là encore, Robert Tocquet indique que quand on veut être plus efficace, il vaut mieux se donner confiance en soi. Et la meilleure des écoles de la confiance en soi, c'est d'aller vers ce qu'on appelle du plus simple au plus compliqué. On le sait en psychologie comportementale que là encore, que si on voit quelque chose de tangible qu'on a réalisé, qu'on arrive à réussir, eh bien il y a un encouragement, une sorte d'auto-félicitation, d'auto-encouragement qui se fait en se disant « Ah ça je l'ai réussi », donc ça me donne envie de continuer et de passer à un stade supplémentaire.
Si vous démarrez au plus compliqué et que vous n'y parveniez pas, eh bien il peut y avoir le doute qui s'installe, et donc là ce sera beaucoup plus difficile. Donc par ordre de pensée, commencez au plus simple, ce qui vous permet de voir que vous avancez et de vous donner confiance en vous. Allez toujours au fond de ce que vous faites, à fond dans ce que vous faites. Alors ça veut dire quoi? Il faut savoir privilégier aussi la qualité du travail. Si on veut absolument faire de la quantité, qu'on fait un mauvais travail, il y aura toujours un côté de frustration. Il y aura toujours un côté de vous dire ah ben oui, alors peut-être que c'est la compétition qui vous mène à ça, mais c'est sans doute à long terme, là encore, un des facteurs d'échec. Si vous allez à fond dans votre travail et que même si vous ne réussissez pas tout, vous ne faites pas tout dans les temps, ça sera toujours plus appréciable parce que vous allez vraiment vous être satisfait de la qualité de ce que vous faites, cette espèce d'amour du travail. Je vais vous donner ici quelques conseils et qui permettront là d'optimiser votre efficacité, qui sont toujours en relation avec les travaux du professeur Robert Tocquet. Le Robert Tocquet dit toujours qu'il faut rechercher les voies les plus simples. C'est l'évidence. Mais pourquoi faire compliqué? Alors quelquefois, il suffit d'avoir les bons outils, la bonne méthode de travail, d'avoir les bons éléments, les bonnes informations. Essayez toujours d'aller à la voie la plus simple. Et vous verrez que c'est souvent celle-ci qui vous donnera les solutions. Le pire ennemi de l'étudiant est de désirer arriver rapidement. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est le pire ennemi parce que quand on veut aller trop vite, d'abord on se met dans un état de stress, mais en même temps, on ne va pas être satisfait de la qualité de son travail. Et il va y avoir donc une sorte de frustration. Il y a une phrase qui dit que hâtez-vous lentement, c'est-à-dire à la fois ne perdez pas de temps, mais n'allez pas chercher la vitesse pour la vitesse. Au contraire, hâtez-vous avec l'idée de vouloir quand même bien terminer, bien finaliser votre travail, et le temps sera de façon optimale. Un autre point important, c'est d'utiliser le travail subconscient. Qu'entendons-nous par travail subconscient? Eh bien, il faut savoir que le subconscient d'abord travaille en permanence, il est actif 24 heures sur 24, que vous soyez pendant votre période d'examen, votre période d'étude, votre période de repos, votre période de sommeil, le subconscient, lui, est une structure de votre esprit qui fonctionne en permanence. Alors, on peut savoir utiliser le travail subconscient pour réussir ses études. Robert Tocquet dit ceci, que par exemple, si vous avez un problème assez insoluble, une tâche très difficile sur laquelle vous avez besoin de réflexion, d'un travail d'analyse, d'un travail de recherche dans votre esprit, peut-être d'association d'idées, il conseille le soir, juste avant de s'endormir, de repenser aux données de ce problème. Ça peut être un problème scientifique, pratique, philosophique ou autre, mais vous repensez à ces données, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher foncièrement la solution à ce moment-là, mais vous essayez de reposer le problème en tant que tel. On dit qu'un problème bien posé est un problème en moitié résolu, mais là, si vous voulez, le subconscient, lui, a un support pour travailler pendant la nuit. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, vous mettez votre sommeil à profit. Plutôt que de l'utiliser uniquement pour vous reposer, vous allez aussi l'utiliser là pour être plus efficace dans votre étude. Et je vous assure que ça marche, c'est-à-dire que le subconscient, il y a souvent de nombreuses solutions qui, le matin, apparaissent lorsque vous reprenez les données de ce problème ou de ce travail, parce que vous allez vous apercevoir que votre étude, même si c'était compliqué, même si c'était un problème épineux, le travail subconscient, lui, a utilisé toute sa puissance, toutes ses voies neurologiques, tout son processus, sans que vous en ayez conscience vous-même, et qui va faciliter la solution. Il faut savoir que Napoléon, par exemple, était un spécialiste dans ça. Lorsqu'il était confronté à un problème, genre de problème militaire, où ça demandait beaucoup de stratégie, il faisait ça. C'est-à-dire que juste avant de s'endormir, il faisait une petite sieste où il s'endormait réellement et il se posait les problèmes en tant que tels. Et il a dit cette phrase que
qui est assez savoureuse. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longuement médité. D'autres conseils pratiques. Il faut que vous soyez un économe de votre temps et donc d'économiser vos heures. Eh bien, ça nécessite par exemple que si vous êtes donc en tant qu'étudiant et que vous avez vraiment votre travail et que vous avez un travail à fournir important avec un délai, eh bien, il va falloir trancher dans le vif, c'est-à-dire les visites inutiles, les discussions qui ont tendance à être oiseuses, futiles. Eh bien là, il faut couper court. Il ne faut pas dormir plus qu'il faut, pas moins non plus, mais trouver un bon équilibre. Donc là, ça nécessite une rigueur vis-à-vis de tout ce qui pourrait être dérangeant. Alors là, Robert Tocqué explique que nos sources de connaissances, on les connaît. Les sources de connaissances, en tant qu'étudiant, c'est des livres, bien entendu, ce sont des conférences, ce sont des visites, ce sont des ouvrages, ce sont, bref, des documents, des rencontres, des interviews, peu importe. Donc tout ça, c'est une source de connaissances, une sorte de fontaine, mais le problème, c'est que on ne pourrait gagner du temps et être efficace qu'à une condition, c'est de savoir les classer. Et vous devez toujours avoir des petites fiches avec vous. Alors des petites fiches Bristol, par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que vous devez toujours synthétiser ce que vous avez appris. Vous êtes à une conférence, amenez une fiche, notez et surtout classez ça avec des petits points, un peu comme vous les voyez sur l'écran, et avec des mots-clés. Vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement, et lorsque vous en aurez besoin, parce que vous aurez peut-être une synthèse à faire, eh bien vous allez retrouver vos fiches et les idées vont revenir par association d'idées. Vous lisez un ouvrage, prenez une fiche et notez bien évidemment les points forts. Vous êtes en train de, je ne sais pas moi, d'assister à une réunion, une conférence, vous prenez une fiche, etc. Les fiches, c'est fondamental pour les classer et les retrouver. La marche. Alors la marche joue un rôle considérable dans la faculté d'apprendre et l'efficacité parce qu'il y a un travail à la fois biomécanique mais qui engendre, si vous voulez, sur le plan psychophysiologique des résultats étonnants. D'abord, quand on est étudiant et qu'on a un temps limite, on est souvent dans un état qui peut être un état de stress. La marche déstresse, ça libère des endorphines. Et donc, vous vous sentez beaucoup mieux, et quand on a ces endorphines et qu'on se sent mieux, eh bien on apprend mieux et on a beaucoup plus d'entrain. Mais il y a un autre aspect, c'est celui de libérer le potentiel créatif. Vous allez voir que si par exemple vous êtes face à, je sais pas moi, vous avez une très très grande dissertation à faire, un très grand document, un très grand document à réaliser qui nécessite beaucoup de réflexion, et quelquefois les idées ne viennent pas. Si vous allez faire la marche, après avoir fait votre travail de réflexion, un travail par exemple d'une étude approfondie, vous faites une marche pendant 45 minutes, pas plus, ça ne sert à rien, mais une marche assez soutenue, sans être dérangé, seul, et bien vous allez voir que vous allez avoir les idées qui vont se mettre en place. Ça libère le cerveau au niveau des idées. Combien de fois des solutions sont apparues pendant une marche? Un autre point, et ça c'est la technique de Joseph Sugerman. Joseph Sugerman est un homme qui a réussi particulièrement dans un domaine, dans le business, mais sa technique peut s'adapter parfaitement au secteur des études et de l'efficacité dans ce domaine. Eh bien, il y a une sorte de loi, il lui dit carrément que c'est une loi, qui engendre ou l'échec ou le succès. Si vous avez le soir, quand vous avez fini votre travail, un bureau propre, vous attirez le succès dans votre démarche. Et quand il dit force, c'est presque une force, je dirais, ésotérique, allez savoir. Mais toujours est-il qu'il le constate. Et dans toutes les entreprises qui marchent très très fort, on demande aux employés de ranger leur bureau le soir. Et si on ne le fait pas, on s'attire une force d'échec. Bien, essayez ça pendant un mois. Vous allez voir que pendant 3 semaines, pour prendre l'habitude. Si vous avez la tendance à être un petit peu désordonné, rangez votre bureau le soir, vous verrez que vous aurez des résultats assez étonnants au niveau de votre réussite. C'est tout simple à faire, mais peut-être qu'il y a un aspect psychologique aussi, de se dire le matin de se relever et de reprendre son travail avec l'idée que son bureau est propre et rangé. Peut-être que c'est ça,
mais les résultats sont effectivement là. Au niveau, disons, des fameux produits excitants qui sont... alors là, le professeur Robert Tocquet les déconseille formellement parce que, en fait, une étude qui a été réalisée par le docteur Paul Chauchard, a démontré en fait que ça n'apporte pas de résultat en fait. Ça peut permettre un état momentané d'euphorie, mais donc passagère, mais ça ne supprime pas la fatigue. Et donc à un moment, il y a un retour de bâton. En revanche, ce qu'il conseille, c'est de prendre de la vitamine C tous les jours. Donc pendant la période des études, la vitamine C, le cerveau est un grand consommateur de vitamine C. Alors vous avez des aliments riches en vitamine C, hein, comme le kiwi, comme les agrumes, mais aussi vous pouvez prendre des suppléments de vitamine C, de vitamine B6 avec du magnésium, B12 et aussi du germe de blé que vous pouvez acheter. Donc aujourd'hui, on peut prendre du germe de blé soit on le prend directement dans les aliments qu'on verse directement sur nos salades, ou alors du germe de blé que vous pouvez carrément prendre en comprimé. Ce sont les points les plus conseillés, notamment pour les études. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt pour la suite.